Alors, le tuto que je vous propose de suivre, ça s'appelle engrenage de vie. Grande prise de tête ou pas. Le sujet, c'est des engrenages, c'est-à-dire qu'en fait, le prétexte, c'est des engrenages qu'on va construire nous-mêmes avec du carton mousse, vous allez voir, il y a un scalpel, qu'on va disposer nous-mêmes, voilà, et qu'on va ensuite magnifier, mettre en couleur, etc. Voilà. Alors pourquoi les engrenages? Une petite parenthèse, c'est un travail personnel, ça me semble intéressant de réfléchir à l'enchaînement des événements dans notre vie, à l'effet papillon, vous savez, à des choses qui nous arrivent et puis qui en enclenchent d'autres, etc. Et bon, les engrenages, ça peut symboliser un petit peu ces histoires-là, nos histoires. Voilà. En finale, donc j'ai choisi des couleurs chaudes qui réunissent, voilà, qui font pas l'unanimité mais qui sont assez universelles. Et la technique aussi est universelle et très très simple à réaliser, vous allez voir. On va suivre le tuto ensemble. J'essaie de ne pas être trop long dans l'intro, c'est ce qu'on me reproche souvent. On va tout de suite se mettre au boulot. A tout de suite. Alors, on démarre toujours par le matériel. Le matériel il est assez simple dans ce tuto-là. La star de l'exercice, c'est le carton mousse. Donc des plaques de carton mousse, 2, 3, 4, on verra combien on en utilise. Donc c'est un carton super simple à découper, solide, costaud et léger, c'est l'idéal. Le scalpel, qui va avec quasiment, donc il va nous permettre de découper notre carton mousse. Voilà, pour la matière. Ensuite, le support, j'ai choisi un support en bois parce que j'adore ça. Je vais, voilà, allonger. Ça doit être un 30-60. Voilà, voilà. Du bindex pour coller toutes nos choses. Du gesso pour repasser un fond, un après. Je vous en parlerai tout à l'heure. Des spalters en soie de porc assez brut parce qu'on va avoir des travaux voilà, assez bruts. Un color shaper pour les finitions, je vous en reparlerai. Et puis des couleurs. Alors je reste dans les couleurs chaudes. J'ai choisi des gammes de couleurs chaudes. Je suis pas sûr de tout utiliser. Ce que j'utiliserai, de toute façon, fera partie du kit. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour le matériel. C'est simple. Et puis un crayon pour esquisser un peu notre machine. Voilà. Bon, donc là j'ai choisi comme sujet des engrenages. Des engrenages, des mécanismes, enfin des formes qui représenteront ces mécanismes-là. Sachant que bien sûr vous pouvez appliquer toutes ces techniques à tous les sujets que vous voulez. Voilà. Alors j'ai oublié de présenter dans le matériel des formes rondes. Alors au lieu de prendre des compas, je prends des formes rondes qui existent déjà pour pouvoir découper mes engrenages. Donc on peut dès le départ organiser sur ce format-là un peu la manière dont les engrenages vont se positionner les uns par rapport aux autres. Alors je pars souvent comme ça, voilà, comme ça. C'est juste vraiment des indications, ça n'a rien de définitif. Voilà, on peut en mettre un comme ça. Il faut que l'ensemble ait une harmonie. Alors vous voyez peut-être pas grand-chose en vidéo, je pense que c'est pas du tout vidéogénique. Tant pis. Et puis on peut s'en refaire un petit là. Euh, un petit là qui entraînerait aussi quelque chose qui pourrait partir un peu comme ça. Voilà, je sais pas, et on finirait tac tac tac. Par quelque chose de plus gros ici. Ça pourrait être bien. Quelque chose de plus ici. Voilà. Ensuite, on va donc maintenant se mettre à découper les engrenages. Alors pour ça, je prends un premier gabarit par exemple. Vous dessinez un premier cercle. À main levée pour avoir la forme enfin l'épaisseur pardon, des dents de l'engrenage. Vous dessinez un premier cercle et ensuite un deuxième. Donc on va pouvoir faire ça. Un deuxième qui va permettre de faire la forme qu'on va vider. Voilà. Tout ça c'est fait à la main, c'est pas très grave. Ensuite, vous dessinez autant de séparation. Voilà. Et on vérifie que c'est le nom suffisant, bien sûr. Et ensuite, vous dessinez les roues dentées. Voilà. Et on en fait comme ça, autant que nécessaire.
Alors, voilà ensuite le moment des grandes réjouissances où il va falloir découper tout ça, parce que c'est pas parce qu'on a fait des roues dentées qu'elles existent. Donc vous prenez votre scalpel et puis vous vous armez de courage et vous allez édenter chacune des zones. Voilà. Je sais pas si c'est denté vraiment, mais bon. Le courage, ça c'est sûr. Alors, petit commentaire. Si vous craquez complètement en faisant ça, eh ben, tenez le coup, parce que le résultat est canon. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a rien sans rien, quoi. Il n'y a rien de magique. Voilà, première étape de franchie, on a découpé nos engrenages, on passe aux autres engrenages. Bon, bah, ça devrait suffire, j'espère. Allez, étape suivante. Alors ensuite, on va refaire la disposition telle qu'on l'avait imaginée au départ. En voyant, ça tient toujours ça tient le coup. Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est bien? C'est pas mal. C'est ça, je crois, à peu près. Ouais. Tac, tac, tac. Et puis il y a ça en extra, donc on pourrait peut-être faire ça. Ou ici. Ouais, plus par là. Voilà. Et après, il y avait ça. Alors, on avait dit une barre comme ça. Hop. Et puis peut-être quelque chose qui partirait un peu plus... comme ça. Pour quelque chose qui va se lire à l'envers. Hein. Ça pourrait être bien ça, par contre. Par exemple, tac. Ça veut dire qu'on dépasse le tout. Quelque chose comme ça. Alors après, il faut trouver. Hein. Il faut trouver l'harmonie qui va bien. Il en faut pas trop. Il y en a déjà pas mal là. Hein. Ça va se lire verticalement. Hein. Je l'ai mis horizontalement pour le tournage, mais c'est quelque chose qui va se lire verticalement. Bah, l'étape d'après, c'est le collage. Dès qu'on a la position qui est à peu près bonne, toujours au bindex, on y va. Comme d'habitude. Hop. Très très simple. On enlèvera le surplus après. Là, il y en a pas mal. Tape très très simple et puis plutôt valorisante, hein, puisque on va avoir une partie du résultat. Il faut que toute la surface soit encollée. Après, il n'y a pas besoin de faire des pâtés, hein, parce que plus vous faites des pâtés, plus c'est long à sécher, alors que c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Ici, hop, voilà.
Voilà, c'est ok. On va enlever un peu l'excès et puis faire sécher au sèche-cheveux comme d'habitude. Une fois que c'est sec, à peu près sec, et en place, on va poser du gesso partout, vous savez. On va faire disparaître les différences de matière, parce que ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est surtout les épaisseurs, les formes, les volumes. Donc le gesso va permettre d'uniformiser tout ça, et surtout de faire disparaître donc ces différences, et d'avoir une bonne accroche bien sûr pour la peinture tout à l'heure. Voilà, voilà, c'est parti. N'hésitez pas à être généreux, d'abord pour bien couvrir, bien recouvrir les matières, peut-être nous éviter une deuxième couche, je ne sais pas encore, et puis surtout s'il y a un petit peu de gesso qui se met dans les infractuosités, etc., qui rend les contours un peu moins précis, c'est pas du tout gênant, ça peut être très intéressant même. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller à fond. Alors là, vous voyez, j'ai pris un spalter en soie de porc, un peu nerveux. Ça laisse un peu de traces, ça permet d'aller partout, ça se blesse moins facilement, donc c'est voilà, vu ce que je lui fais subir, c'est très très bien, comme ça. Alors si vous préférez, vous pouvez diluer le premier passage de gesso pour que ça adhère plus, ça pénètre plus facilement dans le bois, parce que là le bois absorbe pas mal quand même. Et donc, bon, ce qui vous oblige dans ce cas-là de passer une deuxième couche, mais n'hésitez pas. Là encore une fois, ça peut être intéressant d'avoir l'accroche, enfin les surépaisseurs de gesso qui restent, qui créent des effets voilà, intéressants, naturels, par rapport à une découpe au scalpel qui peut être un peu trop mécanique, quoi, trop abrupte. Donc je n'ai pas fait de sous-couche pour avoir un respect absolu des formes. Ça dépend des formes que vous avez découpées. Si vous voulez respecter absolument la forme, vous pouvez passer par une première couche diluée et ensuite revenir retoucher au gesso en deuxième couche, les éléments qui méritent. Voilà, on va laisser sécher. Je pense qu'on a déjà une bonne accroche partout. Quelques poils près qu'il faut enlever toujours, bien sûr, en étant vigilant. Et alors, une fois que c'est sec, une fois que le gesso est sec, on y va pour la mise en couleur. Donc j'ai choisi des couleurs chaudes. Celles que j'aurais vraiment utilisées seront détaillées dans la vidéo et puis dans la box, ne vous inquiétez pas. Et donc toujours avec un spalter en soie de porc, on va commencer à mettre de la couleur. Avec, pour l'instant, rien que positionnement de masse de couleur. La lumière ici. On va aller ajouter des rouges maintenant. Donc on va partir avec un cadmium foncé ici. En restant toujours avec un pinceau pas sec, mais pas trempé, pas gorgé de peinture non plus. Hein. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire des mélanges intéressants. C'est intéressant que ce cadmium il soit bien présent partout d'ailleurs. Pour supprimer voilà, l'effet blanchâtre du gesso qui était là. Pour faire un fond de préparation. Et après on joue, hein, en fait, on joue avec les couleurs jusqu'à ce qu'on ait obtenu les harmonies qu'on cherche. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de ratage. Si on travaille avec un choix très court de couleurs,
Ils s'harmonisent entre elles. Après, il y a la difficulté, c'est de dire, voilà, est-ce que j'ai réussi à dire, entre guillemets, ce que je voulais dire. Mais sinon, la mise en couleur, après, voilà. Il faut un geste un peu détaché du principe de je peins ou je mets en couleur ou je colorie. Voilà, donc on a toujours notre jaune clair là, là et là. On viendra travailler avec le foncé par la suite. Je vais aller chercher un petit peu d'eau quand même, pour humidifier un peu ici, pour pouvoir plus facilement, mais ne le faites pas trop, hein, le faites juste pour aller remplir les interstices qui sont un peu plus difficiles à atteindre si on n'a pas humidifié son pinceau. Et si vous faites ça partout, vous allez perdre les effets de fondu qui sont super intéressants. Alors quand vous avez posé vos masses de couleurs, il faut vous occuper maintenant d'intensifier vos effets. Là, si on fait ça, si on reste là, on est très dans des couleurs très pâles. Et donc ça, c'est un truc... il faut donner de la force à tout ça. Alors, on va intensifier un peu. Je prends du magenta primaire, ici. Voilà. Et toujours avec la même technique. Toujours. Le pinceau n'est pas assez sec. Il faut qu'il soit bien vraiment sec, pour qu'il puisse vraiment traîner la peinture, mais sans humidité. Voilà. Avec ce magenta, vous allez pouvoir foncer un peu l'ensemble, donner de l'intensité à tout ça. Et on peut revenir d'ailleurs avec du jaune, si on se rend compte que la lumière est en train de disparaître un peu. Et ensuite, on va y aller en fonçant encore un petit peu. Là, j'ai du cramoisi d'alizarine. Voilà. Un petit peu de cramoisi d'alizarine. Et vous allez voir qu'en le mettant dans le frais, teinte bien transparente en plus, très intéressante. On reviendra à rajouter l'intensité des couleurs après, en finale, avec le shaper. Ce qui est intéressant avec le cramoisi d'alizarine, c'est qu'il est transparent, donc on peut y aller par petites touches. Et c'est par succession de touches qu'on va réussir à donner l'effet qu'on veut. Là, je pense que j'ai un peu trop foncé, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. L'intérêt à l'acrylique, c'est qu'on peut revenir très longtemps, repasser, rajouter, surtout avec des couleurs transparentes, pour obtenir en final ce qu'on veut, ce qu'on a en tête. La zone d'ombre est ici, hein, je crois que
dark se trouve là. Alors quand vous sentez que vos couleurs se mélangent un peu trop et que si vous continuez, vous allez retomber dans une soupe, vous attendez, vous faites sécher au sèche-cheveux, vous accélérez pour pouvoir retravailler la version d'après. C'est ce qu'on va faire. Alors là, on passe à l'étape des jus pour harmoniser l'ensemble. J'aime bien qu'il n'y ait pas trop de traces de pinceau sur l'ensemble. Donc on va... Les jus, c'est-à-dire que c'est de l'eau vraiment teintée, légèrement teintée avec de la peinture, mais très douce, et qui va permettre d'harmoniser l'ensemble. Et un jus, ça permet... Alors ça se voit pas, normalement ça se voit pas, hein. Et ça change tout. Voilà, ça permet d'harmoniser, d'unifier, de créer vraiment des liens entre toutes les zones. Et il faut faire ça avec parcimonie, il faut faire attention, parce que sinon le jus peut aussi rendre l'ensemble complètement atone. C'est lui qui crée pas l'identité de l'ensemble, mais qui crée ouais, l'harmonie, quoi. Enfin, qui confirme l'harmonie. J'étais un peu fort. Voilà. Et ça permet aussi très peu d'eau, hein, soyez économe, sinon vous allez perdre toutes les étapes intermédiaires. De rectifier aussi leur donner un peu d'impulsion quand nécessaire. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir rajouter un peu de force là. On est à l'étape finale quasiment. On va éclaircir, foncer et puis rajouter. Je me suis quand même voilà, un peu de rose vif parce que ça va permettre de rajouter. Alors c'est pas girly, hein, mais c'est une touche qui donne un peu de la pêche, quoi. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la palette, elle ressemble furieusement à la chose, à la création. Voilà. Donc on va aller renforcer ici les jaunes. Plutôt, je sais pas d'ailleurs. C'est plutôt, je sais pas que ça se fait, voilà. Sur la partie engrenage, juste, hein. Voilà. C'est tout. Ici, parce qu'elle est un petit peu, voilà. Cette fois-ci, pas de pigment doré, pas de pigment. On va travailler qu'avec des couleurs. Voilà. Et ensuite, un petit peu ici, là, pour aller foncer. De la même manière, renforcer la tonalité. Si c'est trop fort, c'est pas grave, on reviendra dessus. Mais là, il fallait qu'on casse l'uni en fait. Hein. Les couleurs unies, c'est vraiment pas intéressant. Donc vous jouez avec ça, vous jouez avec vos outils, vous jouez avec vos couleurs. Il n'y a pas de risque, encore une fois, de se tromper. Regardez ce qu'on a comme palette. Hein. La palette, elle est harmonieuse en elle-même, donc il n'y a pas de souci. Et puis encore une fois, vous savez, à l'acrylique, ça vous plaît pas sous la douche. C'est un petit peu l'image extrême que j'utilise, mais c'est un peu vrai. Hein. Donc là, c'est pas génial, je sais pas si je vais regarder ça. On va pas aller sous la douche, mais on peut revenir dessus sans problème. On va revenir ici estomper parce que je trouve que c'est un peu fort ça. Ce que j'ai fait là. Trop trash en finale. Donc si c'est trop trash en finale, on recommence, hein, vous avez vu? Allez. Chose moins sombre. Ouais, voilà. Pas d'un truc trop sombre, trop dark, hein. Quelque chose
Un peu d'écho, qui fait réfléchir un peu quand même, parce que voilà, engrenage de la vie, des choses qui donnent à réfléchir. Jouez avec vos couleurs, revenez, 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 mélangez, retestez, fusionnez les couleurs entre elles, c'est ça qui va vous donner de l'âme et de la vibration qui va faire vibrer la toile. Alors, c'est pas une toile, c'est un bois, mais peu importe. Un aplat d'une seule couleur, ça rendra jamais rien de beau. Sauf si vous avez un parti pris, bien sûr. Mais sinon, c'est des gestes qui paraissent des fois anodins, on se demande, mais c'est eux qui rajoutent quelque chose là. Des fois, ça, on rate tout, hein. On peut recommencer. Là, ça commence à avoir vraiment de la vibration. Il y a plusieurs couches, plusieurs épaisseurs là-dessus. La question, c'est quand on s'arrête. Je suis très mal placé pour y répondre, parce que je ne sais pas trop m'arrêter moi. J'ai un peu du mal. Je sais que, voilà, il va falloir qu'on passe à la couche là. Je sais que ça va donner de la lumière, ça. Ce rose, c'est une tuerie. Regardez ça. Difficile de voir ça à l'écran, mais je peux vous assurer que ici, ça change tout. Et quand vous trouvez les choses un peu sombres, un peu tristes, un peu fades, voilà, vous rajoutez tout ça pour vous dire que pour désacraliser le truc, quoi. C'est pas très compliqué tout ça. Hein. Il y a des zones qui vous semblent fades. Ok, tout doit pas être beau partout, tout doit pas être magnifique, exaltant, mais quand même, s'il y a des endroits qui vous plaisent pas, ben, n'hésitez pas à vous repasser, vous rajouter. Vous allez créer quelque chose qui vibre. En fait, c'est vraiment important de penser vibration. Ça doit vibrer. Rappelez-vous aussi quand vous peignez que en séchant, les couleurs perdent un peu de leur intensité. Mais aussi s'unifient naturellement. Là, j'ai déjà passé, et puis ça s'estompe. Donc ça ne me satisfait pas, donc je repasse. C'est pas un souci. Heureusement d'ailleurs que ça s'estompe dans certains cas, puisque on veut juste avoir un filet. Voilà. J'ai un doute quand même avec ça, parce que je trouve qu'elle est un peu monochrome encore. Voilà. Nickel. Et pour terminer, on va aller rappeler que la lumière venait d'ici, là, de ce coin-là. Et ce sera terminé. Bon, et pour terminer, bien sûr, je fais les bords. Là, j'ai pris la couleur foncée, le cramoisi de la lizarine pour faire les bords. Mais on ne va pas le filmer jusqu'au bout parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Simplement, ce que je vous conseille quand même pour quand vous peignez vos bords, d'abord de le faire toujours à la fin, parce que vous risquez de souiller, vous voyez, on souille toujours un peu les bords en peignant. Et puis de choisir dans la tonalité de l'œuvre une couleur dominante, foncée, forte et foncée, et de faire les bords avec. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Voilà. Mais je filme pas la suite, je vais le faire, quoi.